à l'introduction de mon projet de société, dans le prologue, il ne faut pas être très sévère vis-à-vis de l'opposition. Je rappelle encore que moi, Cabral Libi, je peux venir aujourd'hui à Magic FM. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de m'écouter, mais écoutez, j'ai la chance d'être d'une génération où je peux venir parler à Magic FM, après je vais dans une autre radio, après je publie sur Facebook, après je suis à Vox Africa, et puis si vous voulez, même à RFI. Sauf qu'il y a 30 ans, ceux qui osaient faire ce que je fais, on vous bastonnait derrière votre maison, même pas votre femme et vos enfants n'étaient au courant. Vous disparaissiez de votre jardin, personne n'avait de vos nouvelles 2 mois après. C'était très difficile. Donc, il faut toujours tenir compte de tout ça. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui sortent du parti unique en ce moment-là, qui vont dans l'opposition, n'ont pas la force de conviction, par exemple, de ceux qui étaient dans les brousses pour mener la lutte d'indépendance. Qui, eux, malgré les tirailleurs, malgré tout ce que vous voyez, tout ce que vous savez de l'histoire, malgré les assassinats, le napalm et autres, sont quand même restés fermes. Du moins certains d'entre eux, parce que n'oublions pas que lorsque certains leaders de l'opposition sont assassinés à un moment bien précis, d'autres ne font plus montre du même courage et se rallient au pouvoir en place et en sont devenus d'ailleurs des piliers. Donc, beaucoup de ceux qui sont à l'opposition à un moment, pour revenir à votre question, ont perdu un peu de leur verve, ont perdu de leur profondeur de conviction, s'est amenuisé. Du coup, le peuple a commencé à se dire, mais tiens, ces gens sur qui nous avons tout misé, parce que j'ai fait mes petites études sur le début des années 90, il y a beaucoup de gens qui ont fait des sacrifices pour des hommes politiques. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, parfois perdu des membres de famille, parce qu'ils s'étaient alignés aveuglément derrière des hommes politiques. Et lorsqu'ils ont vu par la suite ces hommes politiques faire ami-ami, pour parler prosaïquement, avec ceux avec le pouvoir qui les pourchassaient et qui les réprimaient, ils se sont dit, ah mais tiens, la politique, c'est finalement une affaire de dupes. Du coup, nous payons le prix de cela. Enfin, nous qui arrivons aujourd'hui, vous savez, vous lisez dans les réseaux sociaux, Cabral Libi pion de Paul Biya, Cabral Libi reçoit l'argent de Paul Biya. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de psychose du soupçon. On est aujourd'hui dans une affaire où on identifie tout homme politique à ceux qui les ont précédés, à ceux qui, oui, qui l'ont précédé. Du coup, on pense que je finirai aussi dans une alliance comme Bello Bouba, je finirai aussi dans une alliance comme un tel ou un tel. Mais ça aussi, je trouve ça injuste. Parce que dans l'opposition camerounaise, il y a bien aussi des gens auxquels on peut s'identifier. Mais parlez-moi aussi de Hubert Kanga, par exemple. Avec qui a-t-il signé son alliance? Depuis, il se bat dans le champ politique. Il va d'échec en échec. Mais ses convictions sont restées intactes. Sa ligne politique, idéologique est restée intacte. D'ailleurs, on se moque de lui en disant tout ce que vous voulez. Mais pourquoi on ne le cite jamais? Pourquoi lorsque moi j'entre en politique, on ne dit pas que je vais ressembler à Hubert Kanga pour sa constance, pour sa droiture, pour sa fermeté dans ses convictions? Il faut toujours qu'on assimile à ceux qui ont, entre guillemets, vendu, j'emploie des termes que j'entends souvent, vendu ou trahi. Non, tout le monde ne vient pas en politique pour finir dans une alliance avec le parti au pouvoir. Moi, je dis encore que rien ne m'étonne de ce que ceux qui sont partis du parti unique retrouvent leurs camarades d'hier. Je regrette d'ailleurs souvent l'injustice qu'il y a eu. C'est par là que je vais sortir. Au début des années 90, alors je vais le dire, ça va être un peu dur, mais je considère qu'il y a eu un complot du parti unique au début des années 90 contre les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que au bout des élections de 92 et même si vous voulez 97, il s'est passé que le RDPC, qui était une excroissance, enfin, une survivance du parti unique, tenait toujours le pouvoir. Mais curieusement, même l'opposition était tenue par ces transfuges. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'espace politique a été départagé entre les enfants d'un même père. Sauf que les uns avaient changé de tunique. Et les nouveaux arrivants du début des années 90, tels que Ekane Anisse, Ariet Ekwe, Djekam Tchameni, Albert Moukon et tout le reste, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas forcément des transfuges du parti unique, certains qui étaient en exil et qui sont revenus à la faveur du retour de la démocratie, je ne dis pas tous, mais certains d'entre eux, on s'est arrangé à ce que eux n'émergent pas véritablement. Il y a eu une sorte d'arrangement tacite entre les camarades d'hier. Et c'est cet arrangement qui a fait que plus tard, les gens, certains s'étonnent de ce que ils font des alliances. Au fond, c'était presque prémédité. Et je vous dis, ça guette aussi des gens comme moi. À peine je mets le nez dans le champ politique, vous voyez une sorte de petit complot bizarre entre le parti au pouvoir qui t'insulte, te traite de tous les noms,
et des membres de l'opposition qui t'insultent et te traitent de tous les noms. À un moment, tu te dis, mais lorsque les deux tiennent le même langage, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'entente tacite pour dire il vaut mieux que les choses restent telles quelles, vous, RDPC, nous, on tient l'opposition, et que des gens comme Kabila Libi qui sortent de nulle part, encore que je ne sors pas de nulle part, ils ne doivent pas y trouver leur place. Ça revient à quoi? À la situation à laquelle nous nous sommes attaqués. C'est pour ça que beaucoup de jeunes n'entrent pas en politique. Parce qu'ils ne s'identifient pratiquement plus à personne. Depuis qu'ils sont nés, ils entendent des noms. Eux-mêmes ont atteint l'âge de voter, l'âge d'être élus. Ils continuent à entendre les mêmes noms et à voir les mêmes gens à la télé. Ils attendent aussi de voir même un de leurs congénères, quelqu'un qu'ils connaissent, en qui ils s'identifient, émerger aussi et y trouver une place. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je vous dis, nous, conscients de tout ce que je viens de vous dire, nous avons ciblé ceux qui nous ressemblent, ceux à qui nous ressemblons. Et sachant que si on travaille sur ce segment, on va élargir et Dieu merci, on a trouvé heureusement dans ce pays aussi des gens ayant été exclus dans le système que je viens de vous dire, mais qui restent des personnes intègres, des personnes dignes de confiance, des personnes respectables, en lesquelles il faut s'identifier, qui ont parfois le double de mon âge, qui nous tiennent par la main, qui nous disent voici les écueils qu'il faut éviter. Et moi je vous dis fort de tout cela, il y a espoir. Il y a espoir. Alors, il y a des questions qui ont été posées avant votre arrivée ici. On va certainement revenir sur ces questions, le temps de libérer ceux qui sont au téléphone. On commence par Frédéric Aïssi qui est au téléphone. Frédéric, bonjour, vous avez la parole. Merci, je vais d'abord. Oui, je voudrais dire d'abord, avant de dire bonjour à mon fils Cabral. Bonjour à vous. Oui, je voudrais d'abord dire à Ngom que hier, j'ai parlé du terrain politique. Quand vous êtes sur le terrain politique, il n'y a pas de cadeau. Aucun parti au monde ne peut venir là pour faire votre politique. Il fait sa politique. Donc même s'il y a des embuscades, acceptez-le. Cette histoire-là de se réveiller sur le tas pour revendiquer les choses qui ont déjà été institutionnalisées, c'est pas bon. Lorsque l'histoire se range, personne, comme je le dis à l'entrée de l'émission là, personne ne peut dire au président que non, on ne veut pas ça pour qu'il tape marche arrière. Mais ce n'est qu'après que les gens se réveillent, quand il faut aller aux élections, on commence à nous sortir des choses. J'ai dit, et je le répète, le président ne pouvait pas aller aux élections avant les législatives ou les municipales. Ce n'est pas possible. Et s'ils étaient battus, s'ils sont partis... Après ou avant? Vous voulez dire après les législatives et les municipales? Il ne peut pas aller après les législatives et les municipales. Parce que si le parti était parti aux législatives et aux municipales, il allait avoir un premier ministre issu de l'opposition. Ça c'est clair et c'est net. Et sa politique, pendant 7 ans, même s'il est élu, et là même, il n'allait pas être élu, même s'il est le bon Dieu. Bon, en ce qui concerne mon fils Cabral, il est mon fils parce qu'il a exactement, il le fait, l'âge de mon premier fils. J'encourage les jeunes. Si plusieurs jeunes faisaient comme Cabral, si beaucoup de choses vont changer. Mais hélas, Cabral, tous les jeunes ne vont pas suivre ton idée. Or, les jeunes sont nombreux. Opération 11 millions citoyens. Si les jeunes s'inscrivaient réellement sur les listes électorales, moi je n'ai pas d'inquiétude. Mais le véritable problème aussi, même comme tu as dit que vous couvrez déjà 260 communes, est-ce que vous aurez vraiment les gens dans les bureaux de vote? Est-ce que les gens qui seront dans les bureaux de vote ne seront pas des affamés et qui se feront nourrir par d'autres pour ne même pas regarder ce qui se passe? Donc, j'encourage mon fils, va de l'avant, peut-être cette fois, il y a un premier coup, mais les jeunes vont te suivre, il va rester dans l'histoire qu'un jeune a commencé et c'était Cabral Libi. D'accord. Merci Frédéric, vous réagissez tout de suite. Hein, alors je voudrais réagir à la suite de M. Aïssi. D'abord lui dire, certes notre cible au départ c'était principalement les jeunes, mais je peux vous dire que l'une de mes plus grosses satisfactions tout au long de ce travail, vous savez, je viens de faire peut-être 2 fois et demi ou 3 le tour du Cameroun, c'est que curieusement j'ai rencontré des personnes qui ont le double de mon âge et qui s'inscrivaient pour certaines pour la première fois depuis en tout cas le retour de la démocratie. Parce qu'avant, c'était automatique, en fait, c'était différent.
J'en ai rencontré des papas, des mamans de 60, de 50, de 70 ans. Il y en a qui me disaient exactement, me tenaient le même discours que me tiennent les jeunes. Vous savez, quand vous avez une maman, elle vous dit, mon fils, j'ai 72 ans. Et je t'ai écouté et j'ai décidé de m'inscrire. Ne me trahis pas. Vous vous dites, mais elle me parle exactement comme un gars de 22 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a 50 ans de moins qu'elle, que j'ai rencontré hier ou avant-hier. Donc je suis heureux aujourd'hui que ce travail que nous avons abattu, parce que oui, on parle de Cabral, mais en réalité, c'est pour ça que je me suis mis à genoux à Douala devant ceux qui se battent pour ceux, parce qu'on parle plus de Cabral, mais il faut voir dans les communes, dans les villages, il y en a qui se font arrêter, parfois on envoie des avocats pour qu'on les libère, on ne communique pas sur tout. Il y en a qui bravent les routes, en fait, vous savez comment elles sont, il y en a qui travaillent sous la pluie, il y en a qui font des kilomètres à pied. C'est extraordinaire ce que j'ai pu voir tout au long de cette aventure, et je m'incline tous les jours devant les sacrifices de ces Camerounais. Parce qu'il y a certes des jeunes qu'on voit parce qu'ils sont plus dans les réseaux sociaux, mais je vous assure, derrière, c'est plus que cela. Deuxième chose, je voudrais dire à Frédéric, si je peux l'appeler par son prénom, monsieur ici, qui est mon père, lui dire que dans le bureau de vote, nous aurons aussi besoin de lui. Parce que justement, cette attitude qui consiste à me demander, moi, si je trouverais des gens, comme si en réalité le Cameroun était mon patrimoine personnel, ou alors la volonté de changement, j'étais le seul, où nous étions quelques-uns seulement à l'avoir. Non, il faut que lui aussi, il sache que nous avons besoin de lui. Lui, son épouse, le bureau de vote qu'il y a dans son quartier, chacun d'entre nous, c'est un travail citoyen, c'est un droit civique. Ce qui est bien avec le vote, monsieur Lobo, et nous l'avons sur nos cartes d'adhérents, c'est que c'est un droit politique et un devoir citoyen. Vous savez, chaque fois que vous parlerez du vote, on aura l'impression que vous parlez de politique. Celui qui le dira aura raison. Celui qui dira que vous ne parlez pas politique, vous parlez citoyenneté, lui aussi aura raison. En fait, c'est un sujet hybride. Et nous demandons à tous ceux, indépendamment, tous ceux qui nous écoutent, indépendamment de vos partis politiques, que dit le code électoral, ce fameux code électoral? C'est que chaque parti politique qui va aux élections a le droit d'avoir un représentant, un scrutateur dans le bureau de vote. Et la même loi dit qu'au soir du vote, c'est-à-dire à 18 h, lorsque le dépouillement est achevé, chaque parti, chaque représentant de parti politique dans le bureau de vote reçoit un procès verbal identique à tous les autres. Ça veut dire que si dans un bureau de vote, il y a Univers, qui est le parti qui m'a investi, le FDPC et le SDF, par exemple, le président de ce bureau de vote fait un PV identique que les trois signent, y compris lui, le président du bureau de vote. Ça fait que chacun d'entre les scrutateurs, quand il rentre vers l'état-major ou le QG de son parti, a le même PV que l'autre. Du coup, ça balaie. Je sais qu'il y a une disposition du code électoral pour que vous ne me posiez plus la question, que certains hommes politiques aiment rappeler, et qui disent, seul, en cas de contestation, seul le PV de l'ECAM fait foi. Et là, c'est le juriste qui vous dit que, oui, le PV de l'ECAM fait foi, mais il faut dire que lorsque nous sommes sortis d'un bureau de vote, et que j'en étais scrutateur et que j'ai signé le PV que tout le monde a, si jamais il y a un débat ou une mésentente ou une contestation sur les écritures, un 8, un 9 ou un 0 qui ressemble à un 9, en ce moment-là, seul le PV de l'ECAM, seule l'interprétation faite par le détenteur du PV de l'ECAM fait foi. Mais ça ne veut pas dire que si nous sommes sortis d'un bureau de vote et que nous avons établi un PV, que nous avons tous visé et que tout le monde emporte le PV, que l'ECAM peut entrer dans une chambre et sortir de là avec un PV qui ne porte la signature de personne et on dit que ça fait foi. Non, ça n'existe pas. Donc, il y a une inflation communicationnelle autour de ces dispositions qui donne l'impression que l'ECAM peut fabriquer des résultats. D'ailleurs, je vais le dire ici, j'étais à une réunion avec l'ECAM, on venait de nommer les nouveaux membres du conseil électoral. Nous sommes allés, donc, Mme Doro Tindjema, l'anthropologue, dont j'oublie le nom, nous sommes allés à une réunion avec, j'avais été invité par le régional de l'ECAM à Douala, et M. Elimi Lobé a justement pris la parole pour dire, vraiment, il y a un certain nombre d'insuffisances sur le code électoral qu'il faut changer, et il avait tout à fait raison sur l'ensemble des préoccupations qu'il exprimait, et il a exprimé celle-là, en disant, le code électoral dit. Alors, dans la salle, il y avait le chef d'antenne et l'ECAM, Douala 5, il a demandé la parole. Et il lui a dit, M. Elimi Lobert, je suis heureux de vous l'entendre dire. En 2013, nous sommes à Douala 5. Il y a eu contestation sur les écritures des PV. Dites-nous lequel des PV ce jour a fait foi.
Alors, M. Elimbiloube a essayé de fignoler un peu. Il a dit non, ne perdons pas du temps, M. Elimbiloube. C'est bien votre PV. Celui du SDF, ce jour qui a fait foi, vrai ou faux? M. Elimbiloube a dit oui. Mais il dit non. Ça veut dire que, contrairement à ce que dit la loi, ce jour, de façon consensuelle, comme c'est votre PV qui était le plus lisible, nous avons choisi le vôtre. Et on l'apprenait tous au même moment. C'est-à-dire, c'est pour dire que arrêtons parfois de dramatiser, parce que c'est tout ça qui participe de l'éloignement des citoyens du jeu électoral. On leur dit non, il y a telle chose, il y a telle chose. Je dis encore, et M. Haïssi le disait, il y a 23 000 bureaux de vote au Cameroun. Donc, en temps normal, un parti qui prétend aller à l'élection présidentielle doit pouvoir trouver 23 000 personnes sur les 7 millions, dit-on 8 millions, je ne sais pas, quand on nous annonce les chiffres qui sont inscrits. Si vous ne pouvez pas trouver 23 000 personnes, puisque ça me concerne, je dis bien 23 000, pas 23 000. Je ne dis pas 230 000, je dis 23 000. Et on s'est rendu compte dans ce pays que parfois certains partis politiques n'avaient même pas de scrutateurs dans les bureaux de vote situés dans leur propre fief. Ça veut dire qu'il y a un problème, celui auquel on s'est attaqué, celui de la désaffection. Si un parti politique n'est même pas en mesure de trouver en son sein des membres ou des militants qui peuvent aller le représenter dans les bureaux de vote. Et contrôler le vote. On vous sort l'argument financier. On vous dit, il faut trouver 5 000. Moi, j'ai fait le calcul. S'il faut donner 5 000 à un scrutateur, ça fait 117 millions. Ce n'est pas la mer à boire, évidemment. Sauf que 117 millions, c'est une somme qu'un des ministres de Paul Biya peut sortir de son compte bancaire pour payer le double. Alors, si 3 d'entre eux le font, si vous allez dans le, vous envoyer des scrutateurs prestataires, c'est-à-dire des gens que vous payez, et non pas des scrutateurs citoyens, lorsque vous leur aurez donné vos 5 000, ben, quelqu'un d'autre viendra leur donner le double, voire le triple. Et ça devient... Et cela n'empêchera pas qu'il vous ramène un PV. Parce que les 10 000 ou les 20 000 qu'on lui aura donné, ce sera juste pour qu'il ait envie de pisser à un moment de la journée, et qu'on reste bourré l'urne et qu'on fasse ce qu'on veut. Il vous ramènera un PV à 18 h qui ne ressemblera à rien à la réalité. Donc il faut 23 000 Camerounais sérieux. 23 000 Camerounais bénévoles même, qui peuvent rester dans un bureau de vol, pas en attendant un salaire ou un per diem. C'est exactement ce que nous, on a commencé à expérimenter. En tout cas, je parle de bénévolat dans 11 millions de citoyens. Donc, dans cette catégorie de Camerounais sérieux, j'espère que M. Haïssi en fait partie. D'accord. On repart au téléphone. Ils sont deux. On a d'abord Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Abdoulaye. Bonjour à mon ancien ami, le présidentiel, parce que je l'ai perdu de vue. Donc, lorsqu'on se perd de vue, on cesse d'être amis, Abdoulaye. Il fallait que je commence par vous critiquer, Cabral. Ceci dit, j'apporte également une petite précision à jugement, parce que l'AMDP va officialiser la position le 23 de ce mois. Et il parlait qu'on arrêtait les candidatures le 19. Je comprends donc que M. Jules fait la politique de livre ou ne fait pas la politique du terrain. Dans la politique du terrain, vous pouvez déjà déposer votre candidature et officialiser après. Donc je crois qu'on apprend tous les jours. Et parce qu'on apprend tous les jours, je vais directement à mes questions. Hier, j'ai vu à la télévision, dans une des chaînes de télévision, M. Cabral Lévy, qui était en train de composer son dossier. Il a posé le problème de la caution. Et la caution, c'est 30 millions. J'ai cru suivre, il peut me rectifier si je me trompe, qu'il a fait appel également à la solidarité des citoyens de ce pays pour également peut-être appuyer financièrement sa candidature. Est-ce que je me suis trompé? Si c'est le cas, est-ce que M. Cabral Lévy s'est vraiment préparé parce que, vu qu'il a eu une première expérience, parce qu'il a fait le tour du Cameroun, il sait que ça coûte cher. Si la caution, il tend la main aux citoyens, qu'en est-il de la campagne? Première question. Deuxième préoccupation. L'ambassadeur des États-Unis a tenté de demander au président de la République de ne pas être candidat. Je voudrais avoir la position de Cabral Lévy, s'il a été choqué ou pas d'apprendre qu'un étranger décide de demander à un citoyen camerounais de ne pas être candidat.
Et Cabral se rappelle, ça c'est ma troisième question, je lui avais dit que dès qu'il a décidé de vouloir candidater, c'était sur Canal 2 à une émission de Canal Presse, je lui avais dit Cabral, à partir de maintenant, tu vas recevoir les coups de toutes parts, de l'opposition ou du pouvoir. Est-ce que finalement aujourd'hui, il pense que j'avais raison de tenir ce propos-là pratiquement il y a un an? Merci. Merci Abdoulaye pour vos questions. On va permettre de répondre à ces questions-là. La première, c'est sur le cautionnement. J'ai bien noté. Non, la première même, c'était sur enfin, non, le cautionnement, les États-Unis, est-ce que j'en ai été choqué? Et puis, la mise en garde qu'il m'avait donnée. Je commence par la dernière, par la mise en garde. D'abord, je confirme, effectivement, que à l'occasion d'une émission dans une chaîne de télévision, Canal 2, pour ne pas la citer, Abdoulaye, effectivement, m'avait dit jusqu'ici, tu croyais être l'ami des gens. Maintenant que tu te lances en politique, que ce jour-là, je n'avais pas cru en ce qu'il me disait. Donc, j'étais encore naïf. Parce que je suis plus connu comme un acteur des médias, enfin, un débatteur, tout ce que vous voulez, après mes activités comme leader d'étudiants, de grévistes, et revendicateurs et tout. Alors, effectivement, ces 10 dernières années, j'ai été peut-être plus au service pratiquement de tous les autres. Vous savez, moi je pensais que chaque fois que j'assistais un acteur de l'opposition, c'était ma contribution à moi pour accélérer le processus d'alternance. Donc, il m'invitait à Douala, je partais. Il m'invitait à Limbe, je partais. Parfois à mes frères, j'allais aux réunions, aux conférences, tout ce qui était fait par eux, j'y participais. Et lorsque je lance l'opération 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits, en ce moment-là, on ne parle même pas de ma candidature. Ma candidature n'interviendra qu'en février de l'an 2018. Donc je me dis, voici une préoccupation qui est commune à tous les acteurs politiques, y compris même le RDPC. Parce que si dans un pays où on a 14 millions d'inscrits, à peine 6 millions sont inscrits, c'est-à-dire moins de la moitié, il y a un problème. Attaquons-nous d'abord au problème de fond, qui lui m'a permis de découvrir les raisons. On en a évoqué certaines tout à l'heure. Les autres même, c'est que les gens n'ont pas de carte d'identité. L'autre, c'est que les gens n'ont pas d'acte de naissance. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'État néglige la question de l'identité. On est à un point où vous voyez un parti politique se gargariser de ce qu'il achète les cartes d'identité aux gens. C'est absolument ridicule. C'est une question régalienne. L'État doit régler la question de l'identité. S'assurer que tout Camerounais détient un titre d'identité, un texte, un document qui atteste de son identité. Mais, vous savez, avec les questions sécuritaires ou insécuritaires, on a déplacé les postes d'identification, c'est l'occasion d'en parler. Je suis allé dans des villages où une maman vous dit je veux bien aller me faire établir la carte d'identité à 2800, puisque c'est le montant. Mais pour que je parte de mon village ici, je dois payer la moto 5000 pour arriver non pas au lieu où on l'établit, mais là où je veux prendre la voiture pour y aller. Alors, en tout et pour tout, ça va tourner à 15 000 francs que je n'ai pas. J'ai déjà difficilement les 2800 pour payer la carte. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est qu'il y a eu un désordre, peut-être le mot est un peu fort, mais il y a un dysfonctionnement dans la distribution et la production des cartes. Qui fait qu'aujourd'hui au Cameroun, il y en a qui sont au 5e renouvellement de leur récépissé. Bon, là c'était une parenthèse. Mais pour revenir à la question d'Abdoulaye, effectivement, ben, alors que j'avais fait des démarches vers des gens que je croyais être des amis ou des alliés, tous m'ont envoyé balader. Mais là encore, certes, ça m'a un peu surpris, mais j'ai digéré. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Insultes, calomnie, médisance, diffamation. Mais vous savez, j'ai traversé dans ce pays peut-être 3 mois, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis bien du jour au lendemain. Vous aviez des gens qui faisaient des publications. Bon, au début, c'était dans les réseaux sociaux par des pseudonymes. Après, on a commencé à enquêter. On s'est rendu compte que derrière tout ça, il y avait même des hauts responsables de certains partis politiques, c'est-à-dire des personnes respectables. Non, Cabral Libi a volé ceci, Cabral Libi est le pion du RDPC, Cabral Libi a acheté tous ses diplômes, d'ailleurs Cabral Libi ne travaille pas à l'université, d'ailleurs il n'a jamais donné un TD à l'université, voici les preuves. Et ceux qui publient ces choses sont des camarades du parti, parfois des gens avec qui je suis dans les mêmes commissions d'examen à soi en passant. Cabral Libi n'est pas marié, il a violé une fille en 2008, récemment même je gagne des marchés
parce qu'il y a des gens qui m'interpellent, là, ils me disent qu'après il faut réagir. C'est peut-être l'occasion d'en parler un peu. J'ai appris qu'un individu a dit, moi je les appelle des oisifs, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour inventer des outils. Donc quelqu'un a dit que je gagnerai les marchés de ma belle-mère, qui est celle comme d'un EHPAD, d'un établissement public, et que je serai à la portée du TCS. J'ai dit, bon, depuis quand les CELCOM donnent des marchés?